et bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Le défi de la complémentarité publique-privée au niveau local ». Je suis français, mais malheureusement, je ne peux pas encore parler suffisamment pour modérer ces sujets difficiles en français. Donc, je passe à présent à l'anglais, mais vous pouvez écouter le français sur le canal 2 de votre casque. Donc, nous avons certains orateurs qui s'exprimeront en français. Donc, utilisez votre casque. La cybersécurité est un sport d'équipe et parfois, les membres de l'équipe ne font pas partie de votre organisation, de votre entreprise, ce qui mène à un certain nombre de partenariats, dont celui dont nous allons parler plus spécifiquement cet après-midi, à savoir le partenariat public-privé, avec tous les défis, les différences culturelles, le fait que nous ne parlons pas toujours la même langue, un certain nombre d'obstacles pratiques, logistiques à surmonter. Et donc, nous avons la chance d'avoir réuni de formidables experts en matière de partenariat public-privé qui pourront aborder les difficultés et les solutions. Et vous avez sur votre chaise des cartes rouges qui vont permettre peut-être que vous présentiez vos défis spécifiques à nos intervenants. Les partenariats publics-privés en matière de cybersécurité sont multidimensionnels. Il peut y avoir des partenariats pour la cybersécurité des antennes locales de gouvernement, pour renforcer la résilience économique de votre écosystème régional, la cybersécurité pour de petites entreprises. Ce sont là différents sujets dont nous allons parler pendant cette table ronde. Pour en parler avec nous, je présenterai d'abord Jeroen Schipper, qui est le RSSI de Hague, qui travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur, expert en informatique, mais également en conduite du changement, avec de nombreuses expériences avec le secteur public, le ministère de la Défense au Royaume-Uni, et maintenant avec Gemeente Den Haag. Et Jeroen nous parlera d'approches tout à fait intéressantes de travail avec le gouvernement local. Donc, merci Jeroen. Ensuite, j'aimerais vous présenter Florence Puybarreau, qui est la directrice des opérations de Campus Cyber Hauts-de-France. Florence est journaliste depuis plus de 25 ans. Donc, elle va nous donner une autre perspective. Elle s'intéresse aux questions économiques, technologiques et connaît très bien le big data, l'intelligence informatique et bien sûr l'écosystème français. Et elle dirige l'un des premiers campus de cybersécurité en France, ici dans les Hauts-de-France. Et donc, nous attendons avec impatience votre intervention, Madame Puybarreau. À ma droite, nous avons Shahid Raza, qui est le directeur de l'unité cybersécurité de RISE Suède, qui dirige une équipe de plus de 20 experts de cybersécurité. Il enseigne également la matière et il a fondé le campus cyber en Suède. Et il nous dira quelques mots également sur ce qui se passe en Suède. Et il nous parlera également d'un troisième partenaire du partenariat public-privé, à savoir le monde universitaire. Puis, j'accueille David Marty, qui lui est maire du Creusot et également vice-président de France Urbaine, qui est une association de communautés urbaines et de grandes villes en France. David Marty est également à la commission sécurité-prévention de France Urbaine. Et par conséquent, il nous fera bénéficier de son expérience en gestion de crise et sur le travail fait sur le terrain.
comme cela a été fait par exemple pendant la pandémie de la Covid. Donc une approche du terrain que nous sommes heureux d'accueillir. Et ensuite, Joris Den Breunen, à ma gauche, qui est directeur de la sécurité des données, fondateur de cette initiative. Et Joris a beaucoup d'expérience en matière de suivi des tendances dans le domaine de la sécurité numérique. Et il se trouve à l'intersection de la sécurité numérique, des stratégies politiques, des objectifs opérationnels. Donc comment est-ce qu'on réconcilie tous ces acteurs et comment est-ce qu'on arrive ensemble à mettre en place une stratégie de gestion des risques et de prise de décision appropriée. Et enfin, très important, Mathieu Feuillet, qui est sous-directeur des opérations de l'ANSSI et directeur du CISA en France, ingénieur de formation, encore une fois un domaine d'expertise important et qui a un doctorat en mathématiques appliquées et qui nous fera bénéficier de sa connaissance sur les intentions de l'ANSSI à l'avenir. Je vais commencer par une perspective du terrain en donnant la parole à David Marty. Si vous pensez aux défis de cybersécurité auxquels vous êtes confrontés tous les jours au niveau du gouvernement local, quels sont les bénéfices d'un partenariat public-privé et quels sont les défis que vous avez identifiés? Oui. Merci, madame. Sur la question qui est posée sur le bénéfice du partenariat public-privé, peut-être dire d'abord, vous l'avez un petit peu dit dans vos propos, que démonstration est faite que quand le public et le privé travaillent ensemble, quels que soient les secteurs, c'est positif et ça donne des résultats. Je vais donner quelques exemples. Dans le domaine économique, nous avons fait la démonstration, nous, sur notre territoire Creusot-Monceau, avec des partenariats renforcés entre le public et le privé, avec la puissance publique, alors qu'elle soit puissance publique d'État ou puissance publique des collectivités, c'est-à-dire des territoires, chacun dans ses prérogatives, et puis la force du privé, forcément, en termes d'investissement, mais aussi en termes de recherche, de développement. Et tout ça, donc, donne des résultats qui sont de très bons résultats. On peut parler aussi, par exemple, et c'est lié, de tout ce qui touche à l'enseignement supérieur. Quand le public travaille avec le privé sur ce qui touche à l'enseignement supérieur, ça donne des résultats. On pourrait parler des politiques de proximité également, qui touchent au traitement des déchets, qui touchent à l'eau, à l'assainissement, qui touchent au transport. Il y a là des synergies qui sont très positives entre le public et le privé. Alors, il y a les bons exemples, il y a les mauvais exemples, bien entendu. Mais globalement, c'est positif. Donc, en matière de sécurité, et particulièrement de cybersécurité, nous avons tout intérêt à travailler ensemble entre le public et le privé. En tout cas, c'est ce que nous défendons au niveau de France Urbaine. D'abord parce que le public, d'une manière générale, mais surtout les territoires, les collectivités, ont pris beaucoup de retard sur tout ce qui était cybersécurité, en tout cas en France. Je ne sais pas forcément si on est au même niveau dans tous les pays, mais en tout cas en France, les collectivités territoriales ont pris beaucoup de retard et là, se sont complètement emparées du sujet. Alors que le privé, lui, s'est saisi de ce sujet bien avant. Et donc, jouit d'une expérience et doit nous apporter cette expérience. Et donc, le mélange des deux, c'est-à-dire à la fois l'expérience du privé, mais aussi l'expertise que peut avoir le public. Et je donne un exemple. Par exemple, non pas au niveau territorial, mais au niveau national. L'expertise de la gendarmerie aujourd'hui, sur tout ce qui touche à la cybersécurité, est une expertise très bonne. Et très en avance, parce qu'ils se sont emparés du sujet. Vous savez, les gendarmes, ce sont des militaires. Et les militaires, quand ils décident de s'emparer d'un sujet, ils le font plutôt bien. Et donc, nous avons aujourd'hui, au niveau national, la gendarmerie qui travaille de manière
très pointues sur les sujets de cybersécurité. Et ça doit être complètement associé au secteur privé. Ce qui se passe aujourd'hui est un phénomène très particulier, c'est-à-dire qu'il y a une volonté commune entre le privé et le public de travailler ensemble, mais il y a encore des barrières à faire lever. Je m'explique, il y a encore un nombre non négligeable d'entreprises privées qui se font attaquer au niveau de la cybersécurité et qui ne le disent pas, et qui payent des rançons. Ce n'est pas le cas dans le public. Le public, systématiquement, a un réflexe de communiquer quand ils se font attaquer. Quand je parle du public, ça veut dire les collectivités, bien entendu. On a eu le cas récemment avec les données qui ont été prises par France Travail, à France Travail, ça a été tout de suite communiqué. C'est vrai pour les hôpitaux, notamment. Et donc, il faut qu'il y ait une synergie, là aussi, dans la communication entre le privé et le public, de manière à ce que ceux qui attaquent ne pensent pas qu'il y a une faille entre le public et le privé sur la communication et le traitement. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble. C'est pour ça notamment que à France Urbaine, nous avons fait des propositions, notamment, pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place, sur tous ces sujets, pour utiliser efficacement la cybersécurité sur plein de sujets, bien entendu, et qu'il y ait une plateforme, notamment commune, qu'on puisse avoir une plateforme commune à un moment donné, qu'on ait un numéro au niveau des collectivités qu'on pourrait dire comme le 17, pour appeler tout de suite et dire « voilà, j'ai été victime d'une attaque ». Et tout de suite, on enclenche un processus dès que le signal a été donné. De manière aussi à ce que le centre de réponse aux incidents doit être renforcé en termes de moyens. On sait que l'ANSSI, par exemple, joue un rôle prépondérant dans la pédagogie, dans l'information, dans la formation, y compris des agents des collectivités territoriales. Moi, je le vois dans beaucoup de collectivités. Pour nous, l'ANSSI a été vraiment une ressource importante, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes mieux protégés, nous rentrons dans des protocoles, nous formons nos agents de plus en plus aux cyberattaques et surtout à tout ce qui est préventif, c'est-à-dire comment on peut détecter une attaque avant qu'elle n'arrive et qu'elle ne fasse des ravages. Et donc aujourd'hui, les maires des villes sont demandeurs de ça et veulent jouer un rôle dans tout ce processus qui est enclenché en matière de cybersécurité. Si je vous donne un chiffre, par exemple, ça va vous parler. Aujourd'hui, nous avons 77% des intercommunalités, donc des regroupements de villes et de communes, qui, elles, utilisent déjà des moyens pour se protéger. Donc c'est déjà beaucoup. Mais par contre, il y en a 33%, et ce sont plutôt des petites villes, des petites communes, qui, elles, ne sont pas encore ou ne se sentent pas encore concernés par ces sujets-là. Et le problème, il est là. Et donc, nous devons avancer sur ce sujet-là. Si je vous donne un exemple concret également, sur lesquels nous allons être très vite confrontés, même si nous le sommes déjà, en ce qui concerne notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que la cybersécurité, elle a deux axes. Le premier axe, c'est comment on utilise la cybersécurité pour se protéger soi-même. Le deuxième axe, c'est comment nous luttons contre les attaques en matière de cybersécurité. Il faut travailler sur ces deux axes. Sur le premier axe, qui est comment utiliser efficacement l'intelligence artificielle, la cybersécurité pour se protéger soi-même. Bientôt, nous allons avoir les Jeux Olympiques à Paris. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet lié à la cybersécurité et comment s'en protéger. C'est vrai pour Paris, mais ce n'est pas uniquement vrai pour Paris. Puisque vous allez avoir des compétitions dans d'autres villes, vous allez avoir un certain nombre de villes qui vont accueillir des équipes, c'est le cas chez moi par exemple, sur le territoire, en base arrière, et donc il y a tout un processus de sécurité qui doit s'enclencher. Sécurité classique, bien entendu, mais aussi liée à la reconnaissance faciale, avec les algorithmes. Donc ça fait débat en France aujourd'hui. Ça fait débat, y compris entre les élus, les territoires. Est-ce qu'il faut le faire?
où s'arrête la liberté, où commence la sécurité. Et ça, nous sommes en plein dedans. Donc il y a eu des expérimentations qui ont été plutôt probantes sous l'impulsion des préfets, et nous acheminons, avec l'accord d'ailleurs de certaines associations d'élus comme France Urbaine, pour dire il faut y aller. Il faut utiliser la reconnaissance faciale, les algorithmes, de manière à être le plus sûr possible sur les sites olympiques. Deuxième axe que j'évoquais, qui est comment on se prémunit et comment on est plus efficace contre les attaques. Eh bien, c'est là que nous devons être sans doute les plus performants aujourd'hui. Nous manquons encore beaucoup d'expertise, de conseils. Alors aujourd'hui, on voit se développer, je vais le dire, mais c'est la vérité, un marché, un véritable marché. Et souvent, les élus sont un petit peu perdus. Est-ce que c'est une démarche commerciale ou est-ce que c'est une démarche qui vraiment est faite pour nous protéger ? Et là, les élus ont besoin vraiment d'un regard extérieur, d'un regard sur lequel ils pourront faire confiance pour dire « ok, j'y vais », ou alors non, c'est purement une démarche commerciale qui ne va pas m'apporter ce que je souhaite. Et c'est là aussi que l'ANSSI joue un rôle déterminant en matière de conseil pour pouvoir orienter les élus. Voilà, dans un premier temps, ce que je souhaite dire, parce que je ne veux pas être trop long, mais plutôt répondre à des questions éventuellement, parce que vous avez abordé un sujet qui ne répond pas à la cybersécurité, mais qui répond à la sécurité d'une manière générale. Vous avez parlé notamment de comment réagissent les maires devant des situations de grande urgence en matière de sécurité. On en a eu il n'y a pas très longtemps, les violences urbaines, la crise du Covid, vous l'avez cité également. Comment les maires, eux, gèrent ce genre de situation qui est une situation de crise où souvent ils sont seuls. C'est un autre sujet, je pourrais en parler si vous le souhaitez, mais bon, peut-être que dans un premier temps, je vais m'arrêter là, comme vous le souhaitez. Yes, thanks so much. I think this was Merci. Donc voilà une présentation d'ensemble sur laquelle on va pouvoir revenir avec nos différents intervenants. Qu'est-ce qui doit être fait centralement? Qu'est-ce qui doit être fait localement? Vous avez également mentionné les obstacles qui existent encore en termes de partenariat étroit public-privé. Si vous engagez une entreprise du secteur privé, comment est-ce que vous gérez les questions, comment faire en sorte que l'entreprise que vous employez va gérer sa propre sécurité de manière à ne pas compromettre la vôtre? Ça, ce sont de bonnes questions qui me font donner la parole à Jérôme Schipper. Quelle solution avez-vous trouvé pour la Haye, The Hague? Oui, un autre aspect de ces partenariats publics-privés, ce que je fais à la Haye. La ville de la Haye, à la taille de la ville de Lyon, 650 000 habitants, avec beaucoup d'informations à protéger. Et en 2016, il y a eu une contestation nationale parce que des documents ont été publiés qui disaient que la ville avait été attaqués par les hackers et qu'ils avaient eu un accès assez facile aux informations. Donc au conseil municipal s'est tenu un débat houleux et on se dit si finalement les hackers réussissent à trouver l'information, pourquoi on ne leur demande pas comment ils font? C'était une plaisanterie, mais à l'époque, le maire adjoint responsable de la sécurité s'est dit « Ok ». Donc en 2017, on a lancé l'événement Hack the Hague, hacker la Hague, avec un prix. Et la 5e édition de Hack the Hague s'est tenue l'année dernière avec plus de 20 pirates experts. Ça se tient à l'hôtel de ville de La Haye. L'hôtel de ville de La Haye est un hôtel de ville large, grand, où les gens se présentent. On avait installé des tables, une centaine de tables, 120 hackers avec leur sweat à capuche, leur casque sur les oreilles, qui ont essayé en temps réel de pénétrer dans un système.
Et voilà une manifestation d'un partenariat public-privé. Donc c'est un événement très intéressant, c'est quelque chose d'intéressant qu'on fait tous les ans, cet événement Hack the Hague, 5e édition 2023. Et ces 5 dernières années, les 5 éditions, nous avons accueilli un total de 400 pirates qui ont trouvé quelques 300 vulnérabilités, dont certaines particulièrement graves, avec par exemple l'incursion d'une entreprise venue d'Asie. Donc les partenariats publics-privés se déclinent sur 3 axes. D'abord, on invite des hackers professionnels, mais on invite également des étudiants en informatique, des hackers amateurs, si vous voulez. Il y a 2 ou 3 universités autour de La Haye, donc on les invite. Sur les 120 hackers, il y a 40 étudiants à peu près. Et puis on organise avec des concours. Les 40 étudiants qui viennent sont ceux qui ont gagné les concours. Parce qu'on a beaucoup de prix à gagner, il y a des bourses de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros, donc c'est très intéressant. On donne un certain nombre de goodies, des sweats à capuche, etc. Donc c'est un événement très couru. Et l'exemple de la vulnérabilité internationale dont j'ai parlé, ça rentre vraiment dans le cadre d'un partenariat public-privé parce qu'on a prévenu notre contact à la municipalité, mais également la NCSC néerlandaise, qui ensuite a contacté son homologue au Japon pour ensuite aller voir le fournisseur des machines compromises, à savoir 2 photocopieuses. Et ça a été résolu en l'affaire de 2 ou 3 jours. Ça, c'est l'un des grands succès de Hack the Hague. Et l'autre partie, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas aussi souvent, c'est qu'on a également fait inscrire une clause dans tous nos contrats d'appareils informatiques. Quand ils travaillent pour la municipalité de La Haye, ils doivent prendre part à l'événement Hack the Hague. On force quasiment nos fournisseurs à participer. Ça a l'air un peu rude, mais ça fait partie de notre programme de conscientisation, de formation. Vous allez peut-être utiliser la communauté des hackers et les utiliser à bon escient, à savoir augmenter votre prise de conscience, augmenter votre résilience technologique et numérique. Et ça, c'est très important pour nous. Et d'autres savent peut-être que La Haye est la ville de la paix, de la justice et la justice numérique, la sécurité numérique sont très importants pour cette ville où il y a de nombreuses cours et tribunaux. C'est dans notre ADN, donc c'est très important pour nous. Et l'objectif vraiment de cet événement Hack the Hague, et je finirai sur ce point, c'est que nous nous rendons vulnérables pour, in fine, être moins vulnérables, puisque nous avons besoin de partager nos connaissances. Comme l'a dit Monsieur Martin, nous sommes une grande ville, mais on va voir les plus petites villes autour de nous, on les invite à participer et on essaie de tirer les bénéfices communs de cet apprentissage. John, comme on a parlé de construire la confiance pour quelque chose de si spécifique pour vous, mais aussi pour le secteur privé, les gens qui y participent parce qu'ils ont été hackés. Comment est-ce que vous avez généré cette confiance? Quelle était l'approche que vous avez utilisée pour arriver au point où, oui, il y a une vulnérabilité? Oui, je comprends votre question. D'abord, vous devez avoir une bonne histoire en tant que maire, mais il y a aussi un certain risque qui est présent. Il faut essayer. Et on parle de tous les systèmes de la ville. Donc, on a Oblique 20. Tous nos fournisseurs font partie de cette opération. Donc, c'est un risque qui est là, mais c'est quelque chose qui est important. Les actions de hacking se passent le week-end, donc on va essayer de faire cette action-là le lundi ou le mardi
Donc, si quelqu'un essaye une attaque brutale, une attaque frontale, ce n'est pas recommandé parce qu'ils savent que leur système sera investigué. Donc, on a une bonne histoire, un bon support, un bon scénario. On a beaucoup de demandes d'informations. Comment est-ce que vous vous préparez? On se prépare pendant 10 mois tous les ans, mais on a beaucoup d'informations qui est collectée. Et c'est sur hackthehague.com. Il y a un guide aussi qui est publié où vous pouvez trouver toute l'information qu'on a compilée. D'abord, il faut que vous avez un programme d'information. Tous les départements s'impliquent, le département, le service informatique, bien sûr. Il faut ensuite inviter les hackers. Merci, je pense que c'est quelque chose de très utile, spécialement si il y a des représentants du maire ici. Peut-être que vous pouvez prendre la parole plus tard si vous envisagez une telle opération dans votre région. Des Pays-Bas, on passe à la Suède. Donc, Shahid, les solutions qui fonctionnent en Suède maintenant, quand vous pensez à de bons résultats pour le privé public. Merci Julien. La Suède, c'est un pays un peu différent. On est probablement le premier pays ou le second le plus numérisé. Toutes les fonctions relatives au fonctionnement de notre pays sont en ligne. Donc, tout ce qui est à voir avec les impôts, les taxes, etc. Donc, on est habitué à se connecter à tout. L'un des problèmes où, en fait, il faut qu'on comprenne que pendant des siècles, le fonctionnement des villes n'était pas numérisé, n'était pas numérique. Ça veut dire que ce n'était pas une entreprise de logiciel. C'est quelque chose qui est très important. Cette mentalité n'est pas encore présente. Vous pouvez tout collecter, mais maintenant, on a 10 sociétés qui s'en occupent. Dans les années... au tout début, on était très naïf quand il s'agissait de la sécurité cyber. On a eu une attaque. On a un service 11.se, c'est un service de la santé. Et on a été hacké. On a eu une attaque sur ce service de la santé et de la ville à l'endroit où se trouvaient les données, 5 sites étaient impliqués. Donc, l'un d'entre eux était basé en Thaïlande. C'est l'endroit favori des Suédois pour aller passer leurs vacances. Mais on a eu vraiment une attaque de données très sensibles. Cette attaque-là a changé notre état d'esprit en Suède. Et on s'est dit, ben oui, peut-être qu'on est le pays le plus numérisé, mais ça a un prix. Donc, en ligne, vous pouvez accéder à tout très facilement. Donc, en 2019, on s'est dit, bon, ben là, il y a quand même quelque chose à faire. Un débat a vu le jour. Quant à la cybersécurité, on a des centres de sécurité, un centre de sécurité qui a été créé. Les différentes agences aussi devaient parler entre elles, mais aussi le service public. Finalement, ça ne s'est pas déroulé comme on le voulait parce qu'il y avait des difficultés pour que les différentes agences se parlent l'une l'autre. La défense nationale était impliquée. En fait, finalement,
les agences se sont mises à discuter entre elles pendant 3 à 4 ans pour partager leurs données. L'agence de l'innovation de la Suède ont suggéré d'établir quelque chose pour l'industrie. Donc, il y a une société nationale qui fait des recherches pour le privé et pour le public. Donc, cette société a été créée. C'est un nouveau concept. 34 sociétés ont collaboré entre elles. Certaines étaient privées et maintenant on en arrive à un chiffre de 3000 personnes qui sont impliquées au total. Donc, on a établi quelque chose qui s'appelle le Cybernote, 200 membres à ce jour. Les gens qui sont friands de cybersécurité doivent être au courant de ça. Il fallait qu'on organise un forum où, en tout cas, les entreprises puissent collaborer. Et donc, les universitaires ont été impliqués aussi. Mais c'était plus une action coordonnée. C'était un endroit où vous pouviez vous rendre pour discuter de la cybersécurité, mais il n'y avait pas vraiment de ressources adéquates pour fournir des solutions. Donc, on a une université et on a développé RISE, un endroit où on peut faire à la fois la recherche, l'éducation, la formation et le développement de l'innovation, tout ça regroupé au même endroit. Donc, on a établi des cybercampus, on a fait un lobby quant au financement de ce centre pendant 2 ans. Ça pouvait être la défense, ça pouvait être l'éducation. Finalement, ça a pris place. Le financement vient de 3 ministères, les forces armées, le ministère de l'innovation et le ministère de l'éducation. Ces 3 sont les fournisseurs financiers quelque part de cette institution. Donc tout ça fonctionne, ça marche, ça va dans la bonne direction. On a un endroit physique à Stockholm qui peut être clairement identifié comme étant le campus cyber. On a des fonctions de gestion, on a beaucoup de doctorants et de docteurs aussi qui font partie de nos rangs. On est passé donc de l'ombre à la lumière quelque part. Toute l'activité cyber était complètement ignorée dans le passé, même si beaucoup de fonctions dans les villes même étaient numériques. La situation s'améliore, mais ça n'est pas encore au top. C'est difficile quand toute la société utilise tous les services numériques, c'est compliqué. Ça ajoute une difficulté encore, cette accessibilité du numérique. Merci de votre panorama. Chaque pays est différent, les architectures sont différentes, la volonté politique joue un rôle important et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Je pense que c'était une bonne façon de passer la parole à la France avec Florence Puy-Barrault. Dites-nous quel est votre travail qui a été fait au niveau régional et comment est-ce que le gouvernement, les autorités locales profitent de votre activité? Je représente le campus cyber Hauts-de-France, Lille Métropole, donc on est actif sur toute la région Hauts-de-France. Alors je pense qu'on est représentatif de cette complémentarité entre le public et le privé. D'abord pour le campus cyber national que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui existe à Paris depuis février 2022. Donc c'est un lieu aussi qui réunit des acteurs publics
public et privé, avec des investissements publics et privés. En région, c'est pareil. Aujourd'hui, on est donc sur le campus des Hauts-de-France. Alors nous, notre financement est plutôt régional et métropolitain, donc puisqu'on représente aussi la métropole de Lille. Mais nous avons une action, nous travaillons aussi bien avec le privé et le public. C'est-à-dire que ces campus, alors ce ne sont pas des campus au sens universitaire du terme, hein, ce sont des lieux de rassemblement. On est un hub fédérateur de la communauté cyber de la région. Ce sont des entreprises qui sont membres, qui sont adhérentes du campus, à qui on propose un certain nombre de services, de visibilité, de rencontres. On a également un incubateur de start-up, donc on fait émerger l'innovation en cybersécurité dans la région, en incubant, accélérant et j'ai envie de dire, on va du projet à la licorne. Mon rêve, ça serait d'avoir une licorne cyber dans les Hauts-de-France et on va peut-être y arriver dans quelques années. Donc on accompagne les startups, donc on a un rôle sur l'innovation. Tout ça, c'est de l'argent public pour aider des startups qui vont créer des emplois et des entreprises privées. On est également centre de formation, donc on propose des formations. On travaille avec les labos de recherche de la région. On a l'INRIA, on a le CEA, on a le CNRS. On a la chance ici dans les Hauts-de-France d'avoir un écosystème vraiment très dynamique en termes de cybersécurité. Alors monsieur, tout à l'heure vous parliez du problème des collectivités qui sont insuffisamment protégées. Alors c'est vrai, on a le centre de réponse à incidents, donc le CSORT, que peuvent appeler les collectivités qui sont attaquées, de même que les PME peuvent attaquer le CSORT. Donc là, on a vraiment le mélange public et privé, puisque que l'on soit collectivité ou PME, on a des réponses. Nous sommes plusieurs acteurs également sur la région à proposer des sensibilisations, et indifféremment que vous soyez une PME ou une collectivité, on va y aller. Donc il y a le centre de réponse à incidents qui propose la sensibilisation, le campus cyber, la police judiciaire, la gendarmerie, l'ANSSI avec le délégué régional qui fait un énorme travail. Là, on travaille tous ensemble pour aller justement aider les collectivités et les entreprises. Donc je crois qu'on est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire. Alors pas de mieux, parce qu'on va en s'améliorant. Nous, on est très jeunes. Le campus cyber a été inauguré il y a juste un an. On va fêter nos 1 an le 5 avril. Donc il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à construire tous ensemble. Mais il y a cette volonté aussi bien des élus. Et j'ai l'impression d'ailleurs que dans les Hauts-de-France, on a de la chance. Alors peut-être qu'au niveau hiérarchique le plus haut, mais nos élus, que ce soit de la région, de la métropole ou de la ville, sont très impliqués dans la cybersécurité. Alors vous me direz qu'il y a eu un élément moteur l'année dernière. La ville de Lille s'est fait attaquer, s'est fait salement attaquer. Donc là-dessus pourra peut-être me confirmer tout à l'heure, et ça les a marqués. Ça les a marqués. Donc comme très souvent quand on est attaqué, ça provoque des investissements, des prises de conscience. Ça a vraiment été un électrochoc. Malheureusement, j'ai envie de dire, il faut en arriver là pour qu'il y ait un électrochoc. Et j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de nos élus, nos élus au niveau, là encore, je le dis, région métropole. C'est vrai que dans les petites collectivités, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais de même que dans les petites PME, on a aussi encore beaucoup de travail à faire. On le fait ensemble, public, privé, on se retrouve, on se voit régulièrement, on organise des événements ensemble, et c'est comme ça qu'on va avancer. Thank you. I think this is a really good. Je pense que c'est un très bon point pour vous, parce que vous occupez de ce sujet au jour le jour. Donc, je pense que ce serait bien d'expliquer le rôle joué par ANSSI. Et si je suis dans une ville en France, qui serait impliqué? Quel est le rôle que vous pourriez jouer dans ma situation, Monsieur Feuillet? Un petit peu effectivement d'où viennent l'écosystème des CSIRT régionaux. Ça part d'un constat qui est l'évolution de la menace, à savoir que historiquement, on avait la menace, ce qu'on appelle d'origine étatique, systémique, espionnage, qui va viser un certain nombre
gros acteurs sur lesquels l'ANSSI est compétente depuis très longtemps, compétence au sens juridique du terme. Sur la compétence technique, je ne suis pas objectif. Sur la partie, et puis on avait un traitement d'une petite criminalité qui affectait notamment les particuliers, des toutes petites structures, avec notamment des rançongiciels qui chiffrent un poste, des miels piégés, etc. Donc, sur lequel on a des différentes solutions qui avaient émergé, notamment un système en France qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui permet de traiter ces choses-là. Et en 2018-2019, il y a eu l'émergence d'un phénomène qui est la cybercriminalité organisée, et notamment ce qu'on appelle le big game hunting. Donc on va avoir des rançongiciels qui vont aller frapper des entités complètes. Et là, on a vu des acteurs qui ont commencé à être confrontés à ça, notamment des grosses PME, des établissements de taille intermédiaire, donc des entreprises de quelques centaines, milliers de personnes, et effectivement aussi beaucoup de collectivités territoriales. Et on a vu des collectivités territoriales être affectées, des hôpitaux. C'est des choses qui affectent profondément la population, parce qu'un hôpital qui est affecté par un rançongiciel, c'est des pertes de chance pour les patients, des gens qui ne peuvent plus être pris en charge. Une commune qui est affectée, c'est immédiatement l'état civil qui ne marche plus. On a eu des communes où ils ne savaient plus gérer les cimetières, donc on n'était plus en capacité d'enterrer les défunts. Donc ça a des conséquences assez concrètes et directes sur la société. En 2021, à l'issue de la crise du Covid, il y a eu un plan de relance qui a été lancé en France. L'ANSSI a bénéficié d'un budget pour améliorer la cybersécurité. Et on a profité de cette occasion-là pour faire émerger des nouvelles offres pour pouvoir accompagner tous ces publics lorsqu'ils ont un incident. L'idée était d'y associer notamment les régions. Alors pour ceux qui ne sont pas français, donc la France est divisée de manière administrative en régions qui vont avoir différentes compétences, mais notamment une compétence économique, et donc être acteur du développement économique. Et donc à ce titre-là, ça nous a paru intéressant de les associer à la démarche et de leur proposer de créer des centres de réponse à incidents régionaux qui vont pouvoir apporter un soutien à ces entités-là lorsqu'elles sont victimes d'un problème qui nécessite un appui et la coordination de prestataires. Et là, on commence à voir arriver en fait une coopération publique-privée, mais à 3 acteurs, avec l'État, les collectivités territoriales, en particulier ici les régions, et puis les prestataires privés qui sont présents dans les territoires et qui vont apporter un élément de la réponse, parce que quand on va appuyer, quand un CSIRT régional va intervenir sur un incident, il va évidemment apporter des premiers conseils, des orientations, orienter vers aussi un certain nombre de services publics pour porter plainte, pour faire une déclaration au titre du RGPD, etc. Mais il va aussi leur proposer un panel de prestataires qui vont pouvoir leur apporter des solutions et les aider. Alors les CSIRT régionaux, donc là c'est l'aspect réponse, et on voit qu'ils vont apporter des prestataires locaux, et du coup ils vont aussi jouer un rôle dans le développement économique de certains pans de la cybersécurité dans les territoires, en aidant aussi à la structuration, à l'émergence et à la connaissance de tous ces petits acteurs locaux qui peuvent apporter des solutions en réponse à incidents et autres, à des acteurs plus petits qui sont très ancrés localement. Et d'ailleurs, c'est souvent que, comme vous l'avez très bien rappelé, les CSIRT régionaux sont souvent adossés à des campus, comme c'est le cas ici dans les Hauts-de-France, mais c'est pas le seul endroit en France. Ils vont être adossés à des campus pour justement s'insérer dans toute cette politique de développement économique cyber de la région, et ça, c'est un élément vraiment important. Et du coup, ils vont, voilà, apporter ces éléments en plus de réponse à incidents. Ils vont aussi apporter une clé dans la prévention. Et puis, ils vont aussi pouvoir apporter d'autres choses, notamment des systèmes d'alerte vers leur public, etc. Finalement, tous les services qu'on a d'un CSIRT. Et donc, pour répondre à votre question, si une collectivité a un problème, ils vont un des objectifs qu'on a, et nous, en tant qu'ANSSI, on anime ce réseau de CSIRT, et qu'ils soient plus ou moins gros, ils vont pas forcément être pris en compte par la même CSIRT, mais ce qui est important, c'est que peu importe qui ils appellent, ils seront orientés de manière la plus fluide possible vers le bon acteur. Et donc, quand on est sur une ville de la taille de Lille, c'est l'ANSSI qui intervient. Mais pour des plus petites collectivités, on va avoir les CSIRT régionaux qui vont intervenir. Et qu'ils appellent l'ANSSI, qu'ils appellent un CSIRT régional, peu importe, on va les accompagner vers le bon acteur. Thank you. I think this is also something. Je pense que
Merci, c'est quelque chose que l'Allemagne pourrait considérer aussi parce que nous avons beaucoup de régions différentes et pour le moment, chaque région fait un peu son truc dans son coin. Donc, vous avez parlé beaucoup de la façon dont le gouvernement local tire avantage du secteur privé et ce que la région peut faire pour les sociétés et pour le milieu économique. Donc, vous êtes la meilleure personne pour vous occuper de ça. Kharoun, avant de répondre à votre question, laissez-moi vous expliquer et vous donner une petite perspective de ce que je représente et comment on procède aux Pays-Bas. Je suis le directeur d'une fondation qui orchestre l'écosystème hollandais en cybersécurité. On a 300 partenaires et ça couvre les agences du gouvernement et d'autres entités et des entreprises. On insiste sur la collaboration quant au contenu, comme ça a été mentionné ici, mais aussi nous cherchons à innover collectivement et on fait ça. On donne des indications, on essaye d'innover pour être sûr que la sécurité digitale aux Pays-Bas augmente. Donc, comment est-ce qu'on a commencé? On a commencé à La Hague, qui est une ville internationale de la paix et de la justice avec la Cour. Il y a 15 ans, on s'est rendu compte que si on parlait de sécurité numérique, il fallait absolument qu'on collabore et ce n'était pas dans les mains uniquement du gouvernement. Il fallait qu'on collabore à la fois au privé et avec le secteur public. Donc, on s'est combiné avec on a collaboré pour atteindre le double but. On donne aux sociétés un accès aux connaissances comme à la base de l'innovation. On essaye de créer des consortia pour fournir des solutions innovantes, fournir des nouveaux produits, mais aussi pour l'utilisateur final qui peut être le gouvernement, des organisations plus grandes ou des entreprises plus grandes. Et on donne accès aux fonds aussi pour les projets innovants. On donne accès aux capitaux parce que si on parle de la croissance des sociétés, ceux qui peuvent grandir vite ont besoin de fonds provenant des capitales risqueurs et pour leur permettre de grandir. Si on parle de l'innovation et la croissance, on parle aussi de talent parce que ce n'est pas une histoire d'organisation mais de gens. Donc, on fait des ponts entre les universitaires et le marché du travail. Et la dernière chose qu'on fournit, c'est qu'on fournit un accès au marché. Et aux Pays-Bas, c'est fait de façon compétitive pour les projets innovants. Mais on s'ouvre aussi à l'étranger. Comme nous sommes ici, par exemple, à Lille, on a des entreprises et notre gouvernement hollandais qui sont représentés et qui s'attaquent au marché international de façon collective, privée et publique. Donc, ça donne une plus grande valeur pour les entreprises. C'est plus facile de trouver des organisations avec lesquelles collaborer. C'est plus facile de nous comprendre et de parler d'une seule voix parce qu'il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises ces 10 dernières années. Les gens du privé et du public parlent de façon différente, donc on a besoin de traducteurs et ça augmente les valeurs ouvertes aux autres. On augmente la taille du gâteau et tout le monde finit par avoir une plus grande part de ce gâteau qui est en jeu.
Et donc, c'est aussi très bon pour le domaine des affaires. On essaye de faire des ponts et d'aligner les perspectives locales. La Haye, en termes de contexte et de contenu, mais on essaye aussi au niveau national d'aligner les choses pour que les gens comprennent que dans ce domaine de cybersécurité, il faut collaborer et on fait un pont entre les deux. Awesome, thank you. Très bien, merci. Je pense que Jérôme, vous disiez que finalement, ce qui compte, c'est le travail au quotidien dans ces partenariats publics-privés. C'est ça qui est difficile, ce quotidien. Donc, il nous reste 20 petites minutes. Et donc, j'aimerais que vous, dans la salle, vous nous fassiez part de vos difficultés, de vos solutions. Alors, peut-être que vous travaillez avec des représentants locaux, peut-être que vous représentez des régions. Donc, vous verrez les cartes rouges qui sont là pour identifier les défis ou les difficultés. Et vous avez également la carte solution. Si vous n'avez pas de carte, eh bien, vous lèverez la main droite pour dire voilà ma solution et la main gauche pour dire voilà ma difficulté. Prenez juste 2 minutes et posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai trouvé une très bonne solution en travaillant avec un gouvernement local ou est-ce que j'ai collaboré de manière efficace dans un partenariat public-privé ou est-ce que je suis confrontée à un défi, peut-être parce que je ne parle pas la bonne langue? Et puis ensuite, échanger avec votre voisin. Donc, quelques minutes pour apprendre à vous connaître et parler soit d'une solution que vous trouvez intéressante, que vous souhaitez partager, ou d'une difficulté à laquelle vous êtes confronté. Je vais vous donner 5 minutes pour faire ça, cet petit exercice entre vous. Allez-y. Yes, exactly. Yes, yeah, already. I have some. Yes, but it's okay. I think we talked about it. We also have Monday before the one. We also get international hackers test. Yes. Yeah. All right. Okay. Thank you. Merci. On va vous donner la parole. Alors, si vous vous retrouvez confronté à une difficulté dont vous voulez nous parler, si vous voulez que nos experts ici vous conseillent, levez la main avec la carte rouge, la carte défi ou difficulté. Qui souhaite présenter une difficulté, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec la salle et les experts? Une bonne solution alors? Une solution que vous avez trouvée intéressante ou une solution dont nous avons parlé et sur laquelle vous aimeriez un petit peu plus d'informations peut-être? Bon, si quelque chose vous vient à l'esprit, n'hésitez pas, faites-nous signe, on vous donnera le micro. Et en l'absence de questions, nous allons regarder de plus près une difficulté à laquelle toute l'Union européenne est confrontée, c'est-à-dire NIS2. Aujourd'hui, tout le monde parle
de la nécessité d'avoir de plus en plus de cybersécurité, de plus en plus d'acteurs. Pour les villes et villages, l'Union européenne recommande ces mesures mais ne les rend pas obligatoires. Donc la vraie question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on va vers une mise en œuvre de NIS 2 à l'échelon local ou est-ce qu'on va rester en deçà de ce niveau? Et c'est une question que j'ai pour vous. À quoi ça ressemble actuellement en France en matière de mise en œuvre du NIS 2 et qu'est-ce qui va se passer à l'échelon local? Est-ce que vous êtes impliqué dans cette mise en œuvre ou est-ce que vous vous engagez dans un chemin différent en France? Réponse. D'abord, du point de vue des entités régulées par NIS 2, aujourd'hui, l'ANSSI, avec la directive NIS 1 et d'autres dispositifs nationaux, on a quelques centaines d'opérateurs régulés. Demain, avec NIS 2, on a une estimation approximative d'avoir à peu près 15 000 opérateurs régulés. Et donc, ça va être évidemment, il y aura des entités qui seront beaucoup plus petites et qui auront du coup un ancrage beaucoup plus local que les quelques centaines d'opérateurs qui sont régulés, qui pour l'essentiel sont quand même des entités avec une portée assez nationale. Du coup, aussi la deuxième logique qui va rentrer, c'est que on a aujourd'hui une relation de gré à gré avec la plupart des gens qui sont régulés, parce qu'ils sont relativement peu nombreux. Avec 15 000 opérateurs, ça n'existe plus. On n'est plus capable d'avoir cette relation personnalisée avec l'ensemble des acteurs. Et il y en a même une bonne partie qui vont mettre un certain temps avant de découvrir qu'ils seront concernés par la directive NIS 2. Et donc, on va avoir besoin de relais pour pouvoir aussi accompagner ces gens-là. Et notamment sur le plan opérationnel, on souhaite pouvoir introduire la notion de CSIRT relais. Donc les CSIRT régionaux pourront en faire partie. Ce ne seront pas forcément les seuls, mais l'idée c'est bien d'avoir des relais dans les régions, dans les territoires, mais également dans les secteurs, parce qu'il y aura des secteurs qui seront plus régulés. Et du coup, d'avoir ces acteurs-là qui auront de proximité, qui pourront accompagner les acteurs dans les différentes obligations de la directive, que ce soit évidemment la mise en conformité, les déclarations d'incidents, et puis nous aussi, on compte sur eux pour pouvoir communiquer avec ces gens-là, si on a des alertes à leur transmettre, etc., pouvoir s'appuyer sur cet écosystème relais qui saura nous aider à toucher certains acteurs que l'on ne saura pas forcément toucher directement. Et donc là, il y a un vrai intérêt d'avoir justement ce maillage et de s'appuyer sur ces acteurs locaux qui sont essentiels et qui ont une bonne connaissance de leur territoire, bien meilleure que celle qu'on n'aura jamais depuis notre belle tour d'ivoire à Paris. Donc du coup, il faut arriver à bien s'appuyer. Ça fait partie des enjeux sur lesquels on compte s'appuyer. Et on voit l'intérêt justement d'avoir cette logique. Si on prend un tout petit peu de recul, il y a des réseaux de CSIRT qui ont été créés par la directive NIS 1, qui sont renforcés par la directive NIS 2 au niveau de l'Union européenne. Le CSIRT Network, dans lequel on va retrouver des CSIRT de l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'ANSSI représentant la France. Ça permet des échanges au niveau à l'échelle de l'Union européenne entre tous ces acteurs-là, de faire circuler l'information. Et nous, derrière, on va avoir des relais pour ensuite pouvoir émailler le territoire. Donc on a typiquement créé c'est un autre exemple de partenariat public-privé, on a créé une association qui s'appelle l'Intercert France, qui est une association à but non lucratif, qui regroupe aujourd'hui plus de 100 membres de CERT en France, donc des CERT de grands groupes, des CERT publics, donc on va avoir la police, la gendarmerie, l'ANSSI, etc., qui vont apporter des compétences publiques, on va avoir des grandes entreprises privées, aussi des entreprises de la cybersécurité. Et puis, on va aussi avoir les acteurs comme les CSIRT régionaux qui vont aussi pouvoir irriguer ensuite leur territoire. Et donc, on voit bien, en fait, toute la puissance de ce maillage-là avec un partenariat entre public et privé qui vont nous permettre aussi de donner corps sur le plan opérationnel, notamment à la directive NIS 2, en allant toucher le plus grand public, y compris ceux qui n'ont pas forcément en tête qui sont concernés par la cybersécurité. Et on compte aussi sur ces acteurs de proximité pour nous aider à mieux leur parler, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément habitué à la cybersécurité, et donc il faut aussi parler dans un langage qui sera le leur, qui leur parle,
Et donc, on voit tout l'intérêt d'acteurs locaux, sectoriels, etc. Et donc, on compte s'appuyer sur ces acteurs-là. Well, I really agree with. Je suis d'accord, c'est la même chose aux Pays-Bas. Alors bien sûr, Nice 2 au départ s'appliquait à des organisations, à des entreprises, mais il y a aujourd'hui de plus en plus de responsabilités également pour toute leur chaîne d'approvisionnement. Alors c'est facile de mettre ça en termes nationaux, de mettre en place un contrôle national, mais nous travaillons, et c'est l'exemple que j'aimerais donner au public, nous travaillons sur des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs qui sont particulièrement pertinents dans la région où nous nous trouvons, l'horticulture autour de Delft, La Haye, Rotterdam, qui ne tombait pas sous le coup de Nice 1, mais sous le coup de Nice 2. Nous essayons d'aider les entreprises de ce secteur, de les rendre plus résilientes, avec le soutien du ministère de l'économie et de la transition numérique, qui dit qu'il faut cette couverture nationale, ce système de couverture nationale. Et un point très important dans ce centre de résilience en matière cyber, c'est que tout le monde dans ce centre collabore avec le réseau des organisations et entreprises horticoles. Si on va aller voir ces gens-là, ils vont dire, bien sûr, vous parlez de cybersécurité parce que c'est votre activité, c'est votre cœur de métier, mais aujourd'hui, je vais leur dire, c'est votre organisation, c'est votre secteur, l'horticulture, qui aujourd'hui a besoin de collaborer. Autre point, et ça a déjà été dit par M. Marty, le maire, mais également Jeroen, c'est que les grands aident les plus petits. Donc les organisations les plus matures, ce sont celles avec lesquelles on collabore. On a collaboré au départ, c'est avec elles qu'on a créé ce centre en un an, avec 8 grandes entreprises du secteur horticole, et on a étendu ensuite à beaucoup plus de petites organisations pour que tout le secteur soit représenté et arrive à un niveau de maturité, de résilience face aux cybermenaces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans notre région. On va le faire également avec des usines au sud-ouest des Pays-Bas, donc sur un autre territoire, et pour les sciences de la vie, pour la santé. Et dernier point, parce qu'on a commencé avec le soutien du Digital Trust Center, qui fait partie du ministère des Affaires économiques, nous nous alignons avec le Centre de cybersécurité des Pays-Bas, et nous travaillons aux différents échelons, régional, local, et nous travaillons également de manière transversale et réciproque. Donc on s'aide les uns les autres, les gros aident les petits, et les gouvernements aident les entreprises à avancer sur le chemin de la maturité cyber. Mais chacun, en fin de compte, est responsable de soi. Merci. Florence, puis Monsieur Marty. Confirmer ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est vrai que donc il y a les CISORT qui vont être des relais pour Nice 2, mais je pense que bon, les campus aussi vont être des relais parce qu'en fait on a beaucoup de demandes aujourd'hui. On vient nous voir, notamment les PME qui ont vaguement entendu parler de Nice 2 pour savoir comment ça va se passer. J'ai eu pas mal de questions ici sur le forum. Pour l'instant, on leur dit que ça avance. Hein. Nous, on a déjà fait des événements, des rencontres, notamment aussi avec le représentant de l'ANSSI localement. Nous, on va avoir un gros travail parce que Nice 2, c'est aussi, ça va aussi obliger, alors dans le bon sens du terme, les collectivités et enfin certaines collectivités, certaines entreprises et même petites entreprises, hein, parce qu'on parle d'entreprises de 50 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour certaines, pour les plus petites. Hein. Donc ça va les obliger à se mettre à niveau. Donc là aussi, on a tous un rôle à jouer
tous les acteurs, et privés et publics, parce que bien sûr, nous, en tant que campus, les CISORT vont jouer leur rôle, mais aussi tout notre écosystème. On a beaucoup de prestataires de services dans la région de Hauts-de-France, on a plus de 130 qui font de la cybersécurité, qui accompagnent les entreprises. Donc tous ces gens-là aussi doivent être impliqués. De eux-mêmes, certains vont être concernés par cette directive. Donc c'est vraiment, là aussi, je pense que Nice 2, ça va pas être simple. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord ici. Ça va peut-être être un peu douloureux pour certains, mais ça risque d'être un électrochoc aussi salvateur, un peu comme le RGPD. Le RGPD, ça nous a appris à savoir ce qu'étaient des données personnelles, pas faire n'importe quoi avec nos données, à signaler quand il y a des fuites. Je pense que Nice 2 va avoir aussi cet effet bénéfique pour la sécurité des entreprises et des collectivités. Monsieur Martin. Merci. Je voudrais, oui, rebondir sur cet aspect Nice 2, pour aller dans le même sens de ce que les personnes viennent de dire. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un sujet comme celui-là doit être traité à l'échelle européenne? Bien évidemment, oui. Mais il faut d'abord se poser la question. Souvent, on se la pose, on n'a pas la réponse, mais là, elle vient spontanément. Pourquoi elle vient spontanément? Parce que quand on regarde un petit peu les quelques années écoulées, sans aller trop loin, et vous êtes plusieurs à avoir parlé d'électrochoc, vous-même, à chaque fois qu'il y a une crise majeure ou un électrochoc, c'est l'Europe qui s'en saisit. Bien heureusement, parce que derrière, il s'agit de quoi, finalement? Il s'agit de souveraineté nationale, de souveraineté européenne et de souveraineté démocratique. Quand on touche à ces piliers-là, automatiquement l'échelle européenne arrive, mais tout naturellement. On ne peut pas l'imaginer autrement. Donc Nice 1, puis Nice 2, c'est parce qu'il y a eu un électrochoc aussi. Ça a été le cas quand il y a eu la crise financière en 2008, puis la crise économique en 2009, 2010, 2011, et puis la crise sanitaire avec le Covid. Et puis ensuite, ces attaques qui ont fait que la défense nationale pouvait être mise en question, qu'on pouvait être attaqué de toutes parts, et donc c'est l'Europe qui s'en saisit. Donc Nice 1, Nice 2, c'est une bonne chose. La vraie difficulté, c'est comment la transposition se fait sur les pays, de quelle manière, et au plus près des territoires. Et c'est pour ça qu'à France Urbaine, nous revendiquons le fait d'être complètement associés à ce travail auprès des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs. En France, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a une directive européenne, et puis ensuite, le Parlement travaille pour la transposition. Et nous avons revendiqué le fait d'être complètement associés aux travaux pour que ça soit complètement intégré à la réalité des territoires, mais c'est ce que viennent de dire les autres interlocuteurs, de manière à ce qu'elle soit comprise aussi. Parce que quand on veut qu'une directive soit comprise par la population, par les habitants, elle ne peut pas être comprise directement de l'échelle européenne à l'habitant, même si l'Europe fait des efforts aujourd'hui, il faut le reconnaître, pour être au plus près des habitants, pour expliquer, pour faire de la pédagogie en mettant des instances en place, et c'est très bien. C'est quand même au final ce que vous appelez les gouvernements locaux, et qui se déclinent de différentes manières en fonction de la strate, mais ce sont les élus démocratiquement au plus près des habitants qui doivent faire aussi cette pédagogie, en être convaincus soi-même, mais aujourd'hui ils le sont, de manière à ce que ce qui peut être douloureux, madame, vous l'avez évoqué, il y a toujours un côté douleur hein, dans l'application d'une directive européenne, on le voit bien, et d'une directive qui se transcrit ensuite à l'échelle nationale. Donc, pour que ce soit le moins douloureux possible, le mieux compris, et que les gens comprennent, les personnes dans les territoires comprennent que c'est pour leur bien, parce que c'est pour le bien du pays et pour le bien de l'Europe, nous devons, nous, complètement être associés à ce travail, parce qu'encore une fois, il en va de la souveraineté, simplement. C'est aussi bête que ça, à la fois européenne et à la fois, bien entendu, nationale. Comment on peut imaginer qu'un pays en Europe, dont la souveraineté est mise à mal, n'ait pas de répercussions derrière sur les autres pays européens? C'est pas possible, c'est inimaginable. On le voit actuellement. Yes, I think this is a very important point because Oui, c'est très vrai.
Je pense que l'échelon local n'est peut-être pas très bien représenté à Bruxelles. Mais sinon, on aurait un niveau local beaucoup plus impliqué dans la directive Nice 2. Donc, Yeron Shahid, juste pour finir, vos dernières remarques rapidement, et puis ensuite, on pourra clore cette table ronde. Monsieur Marty, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai que la cybersécurité, c'est une question éminemment européenne. Nous semblons être d'accord sur ce point. Et c'est la seule manière dont on va pouvoir gagner cette cyberguerre. Alors, évidemment, il faut travailler aux différents échelons. Il y a de l'expertise à tous les niveaux. Regardez dans les entreprises françaises. Moi, en tant que RSSI d'une entreprise néerlandaise, pourquoi est-ce que je ne vais pas voir ce qui est disponible ailleurs quand ça n'est pas disponible aux Pays-Bas? Alors évidemment, la souveraineté, c'est important, mais en la matière, les frontières en Europe n'existent pas. Il faut que nous travaillions de manière collaborative. Et les partenariats publics-privés, les PPP, pour gagner cette cyberguerre, c'est cela qu'il nous faut. Je rajouterais simplement que depuis des années, ou pendant des années plus exactement, quand on parlait aux municipalités, quand on parlait au secteur privé, on ne parlait pas la même langue. Il y avait d'un côté les informaticiens, de l'autre côté les élus qui disaient bon, la cybersécurité ça a un coût, donc c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, on vient leur dire qu'il faut qu'ils s'en occupent, que NIS 2 va être mis en œuvre et ils se rendent compte qu'ils doivent agir. Mais la vraie difficulté, c'est que bon, j'ai entendu 15 000 entreprises impliquées en France. 3 000 en Suède, ça veut dire 3 000 fois 2 ou 3 employés par entreprise qui vont mettre en œuvre la cyber-résilience. Ils sont où ces gens? Ils n'existent pas, ces gens, aujourd'hui. Les compétences n'existent pas. Il y a un déficit de compétences en matière de cybersécurité. C'est très difficile de recruter, même pour une entreprise comme la mienne, prête à doubler les salaires. On n'arrive pas à trouver les talents. Et dans les municipalités, les salaires sont très bas. Hein. Alors, c'est difficile de recruter des experts. Alors, il faut mettre en place une autre législation pour que l'on forme toutes les personnes dont on a besoin pour mettre en œuvre la directive NIS 2, parce que sinon, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. On aura NIS dans une entreprise, mais on n'aura rien à l'échelon local et public. Donc, voilà un véritable défi pour l'avenir. Je vous remercie de votre transparence, de votre enthousiasme. Je crois qu'on a évoqué beaucoup de points. Et on va peut-être pouvoir continuer la conversation autour d'une tasse de café ou d'un verre de vin.